Bonsoir et bienvenue dans la bande. Ce soir dans votre émission, nous parlerons enseignement ou plutôt d'une autre manière d'enseigner, en l'occurrence la pédagogie Montessori. Alors qu'est-ce que c'est? Quelle est la différence avec l'enseignement classique? En quoi ça change pour nos enfants? Une conférence sur le sujet sera donnée demain soir à l'UNC. Alan Nguyen, un des conférenciers enseignants de l'école Montessori de Québec et président de la Fondation Montessori de Québec, a bien voulu répondre à nos questions. On le retrouve de suite. Alan Nguyen, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes enseignant à l'école Montessori de Québec et président de la Fondation Montessori de Québec. Vous êtes arrivé il y a 5 jours et demain soir, vous donnez une conférence à l'Université de Nouvelle-Calédonie. Alors, le thème est comment développer le plein potentiel de nos enfants avec la pédagogie Montessori. Alors, avant d'en savoir un peu plus sur le contenu de cette conférence, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la pédagogie Montessori? C'est quoi la différence avec l'école classique? Alors déjà, historiquement, la création de la pédagogie, c'est intéressant parce que ça nous explique pourquoi elle est comme elle est aujourd'hui. Maria Montessori n'était pas pédagogue, c'était... C'est celle qui a... Oui, c'est celle qui a fondé, qui a créé cette méthode-là. Elle était de formation de médecin. Et puis, elle a donc abordé la question d'un point de vue scientifique, c'est-à-dire elle a observé les enfants, puis elle a essayé des choses. Elle a repris du matériel de certains autres pédagogues comme Jean Itard ou Séguin. Et puis, elle a essayé de trouver ce qui fonctionnait le mieux pour leur apprendre des choses. Mais ce qui s'est passé, c'est que grâce à cette démarche d'observation, elle a découvert beaucoup plus que juste une méthode d'enseignement. Donc, quand on parle de Maria Montessori, quand on lit ses livres, on voit qu'elle a vraiment considéré le développement du potentiel humain à l'intérieur de l'enfant. Elle y a découvert des éléments qu'elle a découvert il y a 100 ans, plus de 100 ans, et qui maintenant sont confirmés par les neurosciences. D'ailleurs, je vais faire quelques parallèles avec les neurosciences pendant la conférence. Cette conférence, d'ailleurs, qu'on va donner avec Pascal Quirion, ma conjointe, qui est formatrice Montessori également. Donc elle a créé cette pédagogie, et concrètement, le résultat de toute cette démarche fait que dans une école Montessori, c'est du multi-âge, c'est 3 ans mélangés. Ce qui fait que moi, par exemple, dans ma classe, je vais avoir des élèves de 6 ans à 9 ans, les 3 premières années de ce qu'on appelle le primaire. Et ils sont dans la même classe, ils sont ensemble, ils sont tous très autonomes, il y a énormément de développement de l'autonomie dans la pédagogie. Et puis moi, je vais prendre des petits groupes pour leur enseigner quelque chose, leur montrer l'utilisation d'un matériel, un matériel qui est très très bien fait, qui sépare les difficultés pour apprendre petit bout par petit bout, et surtout un matériel qui est autocorrectif, où l'enfant peut travailler sans l'apport continuel de l'adulte. C'est comme ça que pendant que moi je travaille avec quelques élèves avec les fractions, j'ai 17 autres élèves à côté il y en a un qui va faire une composition, l'autre qui va travailler avec des étiquettes pour apprendre la conjugaison, un autre qui va travailler avec des cubes pour des mathématiques, ou encore qui va faire une expérience scientifique pour en apprendre plus sur la géographie, les volcans par exemple. Donc ça c'est un élément, le multi-âge. Le multi-âge, c'est aussi pour favoriser l'entraide, la collaboration, l'aspiration, les jeunes qui regardent les plus grands et qui veulent faire la même chose. Pour les grands, c'est aussi très intéressant au niveau de l'estime de soi parce qu'ils sont souvent amenés naturellement, on ne leur demande pas, mais naturellement, ils sont amenés à aider les plus jeunes, etc. Ça nous donne énormément de souplesse aussi pour aider à la fois les enfants qui ont plus de facilité parce que eux, comme c'est pas nécessairement, toi tu es en première année, toi tu es en deuxième ou troisième, c'est plus, je vais prendre tel élève, je vais leur montrer quelque chose de nouveau. C'est moins barricadé les niveaux. Donc, un enfant qui apprend plus vite, je peux lui montrer d'autres choses. Le matériel lui permet même par lui-même d'aller plus loin. Et l'enfant qui a besoin de plus de temps pour apprendre tel ou tel concept, il peut aussi reprendre un matériel qu'il a vu plus tôt puis le réessayer. Moi aussi, je fais beaucoup, dans une classe, on fait beaucoup d'individuels aussi, même au primaire, même si on en fait moins au primaire qu'au préscolaire, mais quand même, ce qui fait qu'on peut accompagner un enfant qui a besoin de revoir un peu plus quelque chose. Donc ça, c'est On adapte l'enseignement au profil de l'enfant et pas l'inverse? Oui, et là, il y a un élément important, c'est que souvent, on entend Montessori et des gens ils disent « Ah, à Montessori, la liberté, le mot liberté, il sort beaucoup dans ses livres. » Et les gens pensent qu'à Montessori, les enfants font ce qu'ils veulent. Soyons honnêtes, si on laissait les enfants faire ce qu'ils voulaient, n'importe quoi, ça ne marcherait pas, d'accord? Il faut être clair. L'enfant roi, ce n'est pas ça qu'on veut développer à Montessori.
Charlotte Poussin, une auteure qui a entre autres traduit la dernière version de L'Enfant de Maria Montessori, elle dit une chose elle a sûrement une source, je la retrouverai probablement. Elle dit que c'est une éducation à la liberté, pas une éducation par la liberté. C'est-à-dire qu'on n'éduque pas l'enfant en lui donnant la liberté, on l'éduque à la liberté. Maria Montessori, elle dit la liberté et la discipline, c'est les deux faces d'une même médaille. Mais l'objectif à la fin, c'est l'autonomie, le développement du potentiel. Puis même, je vais aller plus loin. En neurosciences, on parle aujourd'hui du cortex préfrontal, des compétences exécutives. On sait aujourd'hui que c'est le chef d'orchestre du cerveau, que c'est ces compétences-là qui permettent le développement de tout le reste de l'intelligence. Et ça se passe beaucoup au jeune âge. Et comment ça se développe, ça? C'est avec l'engagement et la concentration. Puis dans un environnement Montessori, c'est notre objectif absolu, d'amener le plus souvent possible les enfants à un engagement dans la concentration. Et donc, comme on fait, c'est simple. Imaginez, vous êtes un enfant, vous choisissez un travail que vous avez envie de faire et vous avez le temps, il n'y a pas une cloche qui va sonner, qui va vous obliger à la récréation, il n'y a pas un professeur qui va venir vous interrompre tout le temps ou quoi. Vous avez le temps et vous avez le choix de faire une activité. Alors là, vous voyez apparaître des choses incroyables, des enfants de 3, 4 ans qui vont s'engager pendant 45 minutes sur une activité avec une concentration extraordinaire sans que jamais personne ne leur ait demandé. Et c'est là où on est très, très fort justement pour développer ces compétences exécutives. Ça fait quoi? Ça fait des enfants simplement plus heureux. Pourquoi? Parce que ça répond à leurs besoins de travail, leurs besoins d'effort. D'ailleurs, nous, avec notre éducation, le mot effort, il est péjoratif. Ce n'est pas le cas pour les enfants qui ont passé par ce développement des compétences exécutives. Et ça devient des adultes... une différence avec les enfants qui sortent de l'école classique? Ce que je crois, c'est que ça fait des personnes qui s'adaptent plus facilement. D'ailleurs, encore une fois, en neurosciences, ils disent, les personnes qui ont des compétences exécutives bien développées, c'est une question d'une meilleure capacité d'adaptation. D'ailleurs, l'intelligence, la définition de l'intelligence, c'est l'adaptation. Quand on regarde ce qui se fait en intelligence artificielle, etc., on parle de l'adaptation, la capacité d'adaptation. Alors je le disais, demain soir à l'université, vous donnez une conférence. Elle s'adresse à qui exactement et que vont découvrir ces personnes? Oui, alors donc Pascal Quirion et moi-même, on va donner cette conférence sur la pédagogie Montessori. 1h30, 2 heures, c'est extrêmement court pour parler de ça. Donc on va vraiment essayer de donner un panorama général pour donner les grandes lignes de c'est quoi, essayer de casser les préjugés. dont entre autres à Montessori ils font ce qu'ils veulent, ou bien il y a le préjugé inverse qui existe aussi. À Montessori c'est trop strict. J'ai envie de dire décidez-vous, c'est plutôt quelque part dans le milieu. Donc c'est de défaire les préjugés. Comme je disais, je vais faire quelques liens avec les neurosciences à chaque fois que j'en ai la possibilité. Et puis je vais essayer d'être assez concret pour qu'à la fois les parents puissent repartir avec des belles idées ou une nouvelle posture peut-être face à l'enfant, et qu'en même temps les enseignants ou éducateurs et autres dans le domaine de l'éducation repartent avec quelque chose, avec des idées, des envies de changer ou d'améliorer leur pratique. C'est ça notre objectif. Alors, elle a été, vous l'avez dit, lancée il y a une centaine d'années par le docteur Maria Montessori. Elle s'est propagée dans le monde. Aujourd'hui, on en est où au niveau de son implantation? Alors, effectivement, il y a des écoles Montessori quasiment dans tous les pays du monde, sauf évidemment dans les pays dictatoriaux et autres, parce que ça fit pas trop, ça ne correspond pas trop avec la philosophie de totalitarisme. Mais oui, il y en a pas mal partout. C'est sûr que malheureusement, c'est une pédagogie qui demande une transformation de l'adulte. Il faut vraiment changer notre posture face à l'enfant. Il faut apprendre à lui faire plus confiance tout en donnant un cadre. C'est-à-dire que Montessori ne fonctionne pas lorsqu'en tant qu'adulte, on pense qu'il faut toujours dire oui à l'enfant ou qu'il faut toujours lui faire plaisir, etc. C'est pas ça. D'ailleurs, être bienveillant, on parle beaucoup de bienveillance aujourd'hui. Être bienveillant, c'est-à-dire veiller au bien de l'enfant. C'est pas veiller à ce qui est... C'est pas être gentil avec lui, c'est pas juste ça. Je peux être gentil avec vous juste pour obtenir quelque chose de vous, c'est pas très bienveillant, n'est-ce pas? Bonne interview. Voilà. Donc, être bienveillant, c'est beaucoup plus que ça. Donc, c'est aussi offrir un cadre.
Donc ça demande vraiment une transformation de l'adulte, réutiliser les termes de Maria Montessori, et un changement de posture, plus de confiance. Et donc, c'est pas toujours évident d'arriver avec ça. On peut pas, par exemple, arriver dans une école et puis dire « OK, on change tout, on devient Montessori, puis on change tout du jour au lendemain ». C'est quelque chose qui se fait progressivement. Par exemple, la meilleure façon d'ouvrir une école Montessori, c'est de commencer juste avec le préscolaire. Puis quand le préscolaire est bien établi, ben là, il y a des enfants qui ont grandi avec ça, des parents qui ont été accompagnés, etc. Donc, hop, on peut ouvrir le primaire qui suit, etc. Le Montessori, l'enseignement, c'est la maternelle et la primaire? Pas plus? Ben, en fait, Maria Montessori a développé une théorie du développement humain. Donc, ça part de la naissance jusqu'à l'âge adulte. Maintenant, dans la pratique, la majorité des écoles dans le monde sont préscolaires entre 3 et 6 ans. Il existe aussi des milieux d'accueil pour avant 3 ans. Il y a des écoles primaires aussi. Et après, il y en a, mais plus on avance dans l'âge, plus c'est rare. Encore une fois, parce que ça prend une pyramide. Ça prend un certain nombre de préscolaires pour alimenter des primaires, mais il y en a un peu moins, etc. Donc, des endroits où il y a du secondaire, on en a aux États-Unis, au Mexique, à quelques endroits, mais c'est plus rare là, que l'expérience est allée jusqu'au bout. Là. Parce que je me demande, les enfants qui sortent justement de ces écoles Montessori primaires et qui arrivent au collège, est-ce qu'ils arrivent à s'adapter à s'adapter, vous avez dit Ouais, exactement le bon mot. Ouais. Nos élèves, c'est ça leur force, l'adaptation. Ah, d'accord. Alors moi, j'ai enseigné pendant 10 ans à la fin du primaire. Donc moi, j'ai vu partir mes élèves aller au secondaire. J'ai eu beaucoup de retours des parents et des élèves directement. D'ailleurs, les élèves, ils revenaient souvent. Ils avaient un jour de congé, ils venaient passer la journée à l'école, dans la classe avec nous. C'est rare ça quand on revient à l'école. Moi j'adore. C'est un témoignage qui était bien là, dans nos classes. Et puis ce qu'ils nous disent souvent, c'est que la seule chose qui leur prend un peu de temps, c'est de s'asseoir puis d'écouter. Ils trouvent ça long des fois, ou ils trouvent ça bien long. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que là, on a retour souvent des écoles secondaires qui nous disent mais vos élèves, ils sont très engagés. C'est-à-dire que comme ils ont moins d'occasions de s'engager dans la classe, mais ils vont s'engager dans toutes les pauses. Là. Ils vont être sur le conseil des étudiants, ils vont faire du sport, ils vont faire toutes sortes de choses autour pour retrouver ce sentiment d'appartenance à leur école. Donc au Québec, on est chanceux pour ça. On a vraiment des écoles qui ont beaucoup de parascolaires, beaucoup de possibilités pour les jeunes de s'investir en dehors de la classe. Donc ça se passe bien, oui. Il y a une autre chose aussi parfois que les élèves y ressortent, c'est qu'ils disent, bon ben, dans les autres écoles, on a l'habitude d'avoir un lien avec l'adulte qui est un lien vraiment où on collabore, on parle beaucoup, on pose des questions, on aime ça échanger, on rigole, etc. Puis on arrive au secondaire, puis on se rend compte que c'est pas très cool d'être en relation comme ça avec le prof. Donc ça, c'est des choses qui, des fois, malheureusement, disparaissent un peu avec le temps, là, mais c'est de l'adaptation. Alors pourquoi la Nouvelle-Calédonie? Alors, il y a une école ici, l'école Filante, à Nouméa. Depuis 1 an, on travaille avec eux, Pascal et moi-même, par Skype pour les coacher. Parce que justement, comme ici en Nouvelle-Calédonie, vous n'avez pas la formation Montessori, elles ont dû faire le compromis d'engager des gens qui n'avaient pas la formation Montessori. Alors ça prenait donc un appui assez important pour les accompagner dans la création de cette école-là. Et puis, suite à cet accompagnement à distance, ils nous ont invités à venir sur place. Donc, cette semaine, on fait de l'observation et du coaching dans leur école, plus la conférence. Et dans 2 semaines et 3 semaines, on va faire des semaines de découverte. Pascal avec le préscolaire et moi pour le primaire. Donc, c'est malheureusement complet déjà, mais c'est des semaines où on va montrer à des gens, des enseignants, des éducateurs, etc., qui veulent en savoir un peu plus qu'en 1h30 parce que c'est un peu court. Et vous avez rencontré donc les enseignants des écoles Montessori, d'une école en tout cas. Vous en avez pensé quoi? C'est assez fantastique. Ce qui se passe ici, c'est qu'ils sont vraiment partis de pas grand-chose. C'est une association de parents qui voulait créer quelque chose de nouveau, qui voulait offrir une alternative à leurs enfants. Et ils ont créé ça. Et comme je vous le disais, ils n'ont pas la chance d'avoir la formation ici. Donc, ils sont partis avec ce qu'ils pouvaient, les livres, des formations en ligne qui sont clairement pas complètes, mais enfin, ils sont partis avec ça. Et puis, tellement de bonne volonté que ce que j'ai découvert aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a encore du chemin à faire, mais ça, c'est toutes les nouvelles écoles Montessori. Hein. Comme je vous dis, il y a la transformation de l'adulte. Mais c'est beau de voir le chemin qu'ils ont fait, sachant qu'ils n'ont pas eu de formation, et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont tellement de bonne volonté ici
que tous les commentaires qu'on leur donne, etc., ils sont intéressés à en savoir plus, puis on voit les efforts qu'ils font pour toujours aller vers plus d'excellence. C'est un bel exemple du début d'une école qui, surtout dans un environnement aussi éloigné, hein. Ça, c'est un de vos défis en général, la Nouvelle-Calédonie, je pense, d'être si éloigné de tout. Mais c'est un beau travail qu'ils font. Une belle équipe, surtout. Alors, ce sera ma dernière question. J'entends que c'est une manière d'enseigner qui respecte le potentiel de l'enfant, ça donne de bons résultats dans le monde entier, mais en même temps, en tout cas ici, les écoles Montessori sont privées, donc payantes, Très triste. et donc accessibles à une certaine catégorie d'enfants. Alors ça, c'est quoi la solution? Ben, bon, d'abord, c'est particulièrement dommage parce que Maria Montessori elle-même, elle a commencé ses expériences à Rome dans un quartier pauvre avec des enfants qui venaient d'un quartier défavorisé. Donc, c'est pas du tout une pédagogie qui est faite pour une seule catégorie. C'est vraiment fait pour le potentiel, l'humain. C'est pour ça qu'on utilise ce titre-là de la conférence. La solution, on en voit plusieurs dans différents pays. Un des défis que vous avez en France et du coup ici, c'est que il y a une idée de l'égalité en France qui est appliquée d'une façon un peu erronée. C'est-à-dire, on pense que l'égalité, ça veut dire que tout le monde doit obtenir la même chose. Mais ce n'est pas vrai. Les enfants n'ont pas tous besoin de la même chose. Alors, pour être franc, si vous vouliez aller au bout de votre idée de l'égalité, il faudrait offrir la possibilité aux écoles d'offrir des programmes différents. Actuellement, ce n'est pas possible ou c'est extrêmement difficile. On sait, Céline Alvarez qui a tenté une expérience dans le public Montessori, ou inspiré Montessori tout du moins, puis elle a eu beaucoup d'embûches pour y arriver. Il y a une résistance au niveau de l'éducation nationale. Donc ça, c'est la première chose à faire. Il faut qu'il se passe quelque chose au niveau gouvernemental, au niveau des institutions pour qu'il y ait plus d'ouverture à des choses différentes. Il faut pas, ça ne serait pas une bonne idée de dire, OK, maintenant, public, France, il faut que ça soit Montessori partout. Ça ne marcherait pas. Je le dis d'avance, ça ne marcherait pas. Il faut que ça se fasse de façon locale. Il faut que le gouvernement accepte les initiatives comme celle-ci au sein de l'école publique. C'est ça la solution. C'est sûr que dans d'autres pays, on le voit, où ils l'ont installé de façon beaucoup plus large, mais ça s'est fait progressivement, ce n'est pas venu du jour au lendemain. Au Québec, on a le même défi, c'est-à-dire qu'on a des écoles, des classes Montessori au sein d'écoles publiques et qui rencontrent plusieurs embûches parce qu'elles n'ont pas toujours l'accord ou le soutien des syndicats et des commissions scolaires du gouvernement pour appliquer jusqu'au bout les préceptes de Montessori. Je vous donne rendez-vous dans une trentaine d'années pour en parler. Oui, et je vous souhaite que ça évolue encore dans la même direction qu'actuellement. Voilà, on arrive au terme de cette émission. Je le rappelle, donc, vous donnez une conférence demain à 19 h à l'Université de Nouvelle-Calédonie sur la pédagogie Montessori. L'entrée est de 1 500 francs. Voilà, Alan Nguyen, merci d'avoir répondu à nos questions. Ça fait plaisir, merci de m'avoir accueilli. Et merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée.